avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je vais demander d'abord à nos chers intervenants, pense-t-il que la bibliothèque peut être un lieu accessible et inclusif pour le public porteur de TSA? Laurent va nous dire, bah franchement, j'ai pas une bonne expérience et je l'invite à parler et à expliquer son expérience. Ok, donc si on parle de moi, alors moi je déteste la bibliothèque, donc j'ai horreur de ça. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui remonte à longtemps, puisque, je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, comme j'ai oublié, mais en fait voilà, moi j'ai une scolarité qui était très 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 chaotique, puisque j'ai été viré plus de 10 fois de l'école. Même l'année du bac, j'ai encore dû changer d'école. Et à partir de... Alors c'est en Belgique, donc je ne sais pas comment on compte ici, mais très 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 vite, en fait, j'ai été déscolarisé pendant 1 an complet, parce que j'étais nul à l'école, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Et donc donc j'ai beaucoup de difficultés là-dessus. Et donc du coup, on m'a emmené chez l'orthophoniste qui a dit « Ah, il faut un suivi important ». Et puis après, ma mère avait juste la bonne idée de m'emmener de force à la bibliothèque. Et à partir... Ah oui, c'était la torture. Et alors dire ça dans un groupement de bibliothécaires, ça fait un peu bizarre. Mais donc du coup, et voilà, et comme on était un petit patelin, on devait aller au bibliobus. Et je me souviens que ma stratégie, c'était de faire le moins d'efforts possible dans cette bibliothèque au bibliobus. Et je choisissais toujours le plus fin des bouquins que je pouvais trouver, avec l'écriture la plus grosse, avec le plus d'images dedans, pour avoir le moins à lire possible. Et peu importe le sujet. Donc j'ai lu des fois des trucs d'archéologie, parce que j'en avais rien à battre, mais comme je ne sais pas lire, enfin, si je sais lire, mais c'est très difficile. Donc j'ai fait 10 ans d'orthophonie pour arriver in fine à toujours pas savoir écrire. Donc il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, dans mon cabinet, je ne fais toujours aucun rapport. Je n'écris jamais. Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas écrire plus de 3 mots sans faire au moins 45 000 fautes. C'est juste impossible. Donc voilà. Donc moi, je suis multidys, mais j'ai notamment une dyslexie qui est assez sévère. Donc j'ai fait des études, puisque j'ai fait 5 ans d'université, mais je les ai fait en longtemps, puisque la première année de fac, je l'ai doublé, forcément. Enfin, deuxième année, je l'ai doublé. La troisième année, je l'ai encore doublé. J'ai jamais dit que j'étais un bon élève. Mais après, tout est passé à l'oral, et là, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, tout ça c'est pour mon expérience. Donc la bibliothèque, ouais, j'ai pas trop des bons souvenirs. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. J'ai bien aimé tous les systèmes de picto, parce que c'est vrai que moi quand j'arrive dans une balade, enfin on a mangé dans la bibliothèque, j'ai regardé, j'ai dit oh là, rien que déjà j'ai vu des écriteaux partout, j'ai vu des livres de partout, il y a trop de livres. Il y a trop de livres. Donc c'est juste, c'est angoissant moi tous ces livres. Donc voilà, il y a beaucoup de livres. Par contre, je ne serais pas honnête si je ne disais pas que chez moi, j'ai une collection de bandes dessinées. Depuis tout petit, j'ai toujours collectionné des bandes dessinées et je dois avoir plus de 2 ou 3 000 bandes dessinées à la maison. Mais voilà, ce sont des bandes dessinées que je collectionne, dans lesquelles il n'y a pas toujours beaucoup de lecture. Il y a des fois des bandes dessinées que j'ai collectionnées mais que j'ai jamais lues. Par exemple, j'avoue, j'ai tous les Tintins, j'ai tous les Astérix, pas les Astérix, si Astérix, je les ai jamais lus. Mais j'aime bien le dessin, donc je les ai tous regardés, mais j'ai jamais lu aucun des textes. Et ce sont mes enfants qui, 8-9 ans, m'ont expliqué que dans Astérix et Obélix, il y avait des tas de jeux de mots assez rigolos. Je dis ok. Ou qui m'ont expliqué des tas de trucs sur Tintin. Donc voilà, donc oui, je pense que ça peut être sympa d'aller à la bibliothèque, pour les autres. Ou alors peut-être que si j'avais quelqu'un qui pouvait me lire, ce que fait ma femme aujourd'hui, c'est qu'elle me lit tous les livres. Parce que j'ai entendu c'est chouette, il y a des tas de livres, etc. Après, moi ça a toujours été mon gros problème, c'est que je suis très curieux, j'adore apprendre, mais tous les nouveaux livres qui sortent, par exemple le dernier livre de Baron Cohen ou le dernier livre d'Adeline, pas Adeline Lacroix, qui a parlé justement d'autisme au féminin, j'ai dû obliger ma femme sous contrainte et menace de me le lire, parce que ça m'intéressait, et que il n'est pas en audible aujourd'hui, donc il n'est pas en audio. Et puis lire ça en picto, ça fait quand même beaucoup de pages. Donc voilà, donc je sais pas quoi dire de plus, mais ouais, en fait, je sais pas comment on pourrait faire dans une bibliothèque pour épurer, pour que ce soit moins anxiogène, et puis... Mais ça c'est moi en fait, ça c'est mon vécu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Donc peut-être avoir quelqu'un qui pourrait... J'aimais bien quand tu disais, Alexandre, d'avoir un référent pour les salariés ou pour les personnes, mais même pour des personnes
Voilà, moi à la Fnac, j'y vais de temps en temps, notamment quand c'est Saint-Nicolas, pour acheter des BD pour mes enfants, parce que j'achète que des BD. Et en fait, il y a un monsieur qui est barbu avec des petites lunettes, et je connais pas son prénom, mais c'est toujours le même, et je vais directement, alors quand il est au service électroménager par exemple, je vais le chercher, je lui dis, pourriez m'aider dans les BD? Et je lui dis, voilà ce que je veux comme BD. Je veux une BD qui raconte une histoire, qui soit courte, en 2 tomes, avec du dessin de tel type, pas de type manga, mais type plutôt arrondi, etc. Et donc je lui donne exactement ce que je veux comme BD. Ce gars, je l'adore, il est un peu bizarre. Et il me dit, ah ouais, je sais exactement ce que tu veux. Et hop, il vient avec moi, il laisse tomber son électroménager et il va. Mais voilà, je vais que dans ce service Fnac parce que je sais que ce monsieur, il est là. Maintenant, ce monsieur, il va à la bibliothèque demain, peut-être qu'il ira à la bibliothèque. Mais pour l'instant, il est à la Fnac. Non, mais c'est très intéressant parce qu'il y a des bibliothèques qui ont développé une spécificité pour les publics en situation de handicap. Oui, Marie-Josée, vous êtes la prochaine. qui ont cette spécificité publique en situation de handicap et qui sont un peu les personnes référentes et pour les collègues et parfois aussi pour les associations qui se présentent à la bibliothèque. Et c'est vrai que c'est... Puis même sans développer public en situation de handicap, vous avez toujours l'usager qui vient, qui dit « Est-ce que je pourrais voir Marie-Françoise, s'il vous plaît ? Parce qu'elle me conseille les meilleurs polars. » Bon, très bien, mais je suis là aussi, je lis aussi des polars. Bon, enfin, moi, j'en lis pas, mais voilà, des fois, ça nous agace un peu, mais c'est vrai que c'est rassurant pour le public d'avoir un peu sa tête connue et un lien qui s'est créé de confiance, en fait. Et donc, je passe la parole à Marie-Josée. Vous, qu'en pensez-vous ? Alors, des bibliothèques ? Peut-on rendre les bibliothèques accessibles pour les personnes en situation de TSA ? Alors moi, j'adore les livres. J'adore les livres, peu les BD. Ça m'a jamais vraiment... je suis pas habituée aux BD. J'aime beaucoup les livres. J'aimerais beaucoup qu'on me conseille quand je choisis un livre. Quand j'arrive dans une bibliothèque, alors bon, j'en connais pas 36 000, puisque en général, on va à côté de chez soi. Je trouve que c'est un peu triste. C'est en fait pas très accessible en fait. On rentre, on doit aller choisir son livre, mais on aurait bien envie que on nous conseille un peu sur les derniers bouquins un peu, voilà, qui sont sortis. Et en fait, il faut aller faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut aller solliciter une personne. Mais comme tu dis, là, tu vas dans le rayon et tu le sollicites. Donc Marie-Françoise aussi, on la sollicite parce que du coup, on a compris qu'on pouvait avoir de l'aide. Mais cette aide, elle n'est pas visible. On se l'est créée, puis après on la garde. Et c'est ça, certainement, qui rendrait les bibliothèques accessibles. C'est-à-dire que on sait qu'on arrive là, et puis, ne serait-ce qu'aller discuter un peu avec la personne, échanger, sans qu'on soit dans un truc club de lecture. Hein. C'est simplement, hop, on échange, et puis quelques mots, tiens, allez lire ce bouquin, voyez. Ça me paraîtrait intéressant, en tout cas pour moi, d'avoir cet accueil. J'ai emmené un de mes petits-enfants qui était quand même très agité, grimpe au mur. Hein. Ça va mieux maintenant, il a 18 ans. Mais je sentais qu'on me regardait parce que je ne savais pas bien le contenir. Et je me dis que la bibliothèque, c'est aussi un lieu où les gamins ils vont se poser parce qu'il y a des poufs et autres, mais qu'à un moment donné, ils ont besoin de bouger, de faire le tour d'une étagère. Et c'est pas toujours bien vu dans la bibliothèque. Effectivement, avoir des moments de sensibilisation, mais pour tous, peut-être que... Mais j'aime les livres et je me sens pas toujours à l'aise dans une bibliothèque. Parce que... je fais peut-être aussi un peu trop de bruit, je parle trop. Non, mais c'est important de pouvoir que vous puissiez vous exprimer, parce que du coup on a encore des choses à améliorer. Hein. Non, mais je trouve que ça va largement mieux. Mais... C'est sûr que par rapport il y a 50 ans... Non, mais je trouve qu'on est quand même moins dans le trait classique. En fait, dans les bibliothèques, maintenant, il y a des animations, il y a une ouverture sur, en tout cas au moins sur les communes, sur les villes, sur l'extérieur. Mais c'est individuellement. Hein, et puis ce qui est compliqué pour l'avoir vécu, mais
c'est l'accueil de quelques groupes un peu plus compliqués. Bon, c'est très commode quand on va dans un supermarché parce qu'au moins on sait qu'on ne fera pas la queue, tout le monde s'en va quand on arrive. On passe en priorité aux caisses. Mais à la bibliothèque, on n'arrive pas toujours à gérer parce qu'on ne sait pas se connaître. Le classement alphabétique, il faut enlever le classement alphabétique. Alors justement, je crois que c'est Marie-Josée tout à l'heure qui parlait que la personne autiste pouvait avoir des grandes compétences de connaître le sommaire par cœur. Je pense connaître la Dewey par cœur, avec les 3 chiffres après la virgule. Ouais, je pense que ça, ouais, c'est effectivement. Mais après, quand on va lui dire, ouais, est-ce que tu peux renseigner cette personne sur un livre qu'elle cherche, je crois, les moulins avant, dans la France de la Creuse. Oh, pitié. On va citer toute la liste. Alors c'est vrai, tout ce qui a été dit, mais c'est vrai aussi que ces dernières années, on travaille ces questions-là. Enfin, les espaces, ils ont changé en bibliothèque. On a créé des espaces avec moins de livres, des espaces quand même plus accueillants. On essaie de construire des politiques d'accueil qui permettent de faciliter et de contourner ce que vous avez évoqué tous les deux, c'est-à-dire une sensibilisation de toutes les équipes à ces questions-là. Ça permet d'une part de mieux identifier des comportements qui seraient a priori considérés comme atypiques en bibliothèque et du coup de mieux les accompagner, de mieux les appréhender et de mieux interagir avec les usagers qui ne comprendraient pas ces comportements. Moi je crois que ces publics-là, ils ont leur place et de toute manière, nous on constate qu'ils ont de plus en plus leur place parce que les partenaires avec lesquels on travaille viennent de plus en plus, mesurent en tous les cas de leur point de vue, ça fait sens de venir en bibliothèque et de construire des temps de partage, de lecture et de socialisation avant tout parce que ce sont quand même des espaces de socialisation. À Paris, mais je pense que c'est partout pareil, pour un usager inscrit, on en a 2 ou 3 qui ne sont pas inscrits et qui donc n'empruntent pas de documents. Ils viennent pour d'autres types d'usages. Et ça en fait partie. Donc ils ont leur place, mais ça induit une évolution dans les pratiques d'accueil, une normalisation, une formation, un accompagnement et aussi de la pédagogie envers l'ensemble des usagers pour arriver à créer une articulation qui conviennent à peu près à tout le monde. On est toujours dans une tension qui est très complexe. Ce sont des équilibres fragiles à la vie d'une bibliothèque. Il y a une multiplicité d'usages en bibliothèque et c'est pas évident à accompagner. Mais la généralisation d'automates de prêt peut permettre aussi la circulation des bibliothécaires dans les espaces et donc d'être plus en proximité, de faciliter les interpellations ou les demandes de conseil ou d'accompagnement. On travaille tous dans nos établissements des signalétiques plus clairs, plus lisibles. C'est un travail en constante évolution, mais j'ai l'impression en tous les cas qu'ils ont de plus en plus leur place dans nos établissements. Ça me fait penser, il y a une bibliothécaire qui j'ai échangé la semaine dernière qui disait qu'ils avaient accueilli un groupe captif donc c'est pas qu'on les a attrapés avec les lassos, hein, évidemment, c'est juste dire qu'ils sont venus dans un cadre précis. Et c'était un groupe donc, de personnes qui avaient un trouble du développement intellectuel et du coup avec des comportements atypiques, ils sont venus sur un moment d'ouverture au public. Et ce qu'elle disait, c'est que ça avait fait fuir les enfants parce que ils criaient, ils avaient des comportements un peu brusques, quoi, sans être forcément violents, mais c'est pas la délicatesse même. Et du coup, voilà, donc il avait été demandé à ce groupe de venir à un horaire où il y avait moins de monde. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que c'est dommage de dire vous venez qu'à ce créneau-là qui est exclusivement réservé pour vous. Disons que ce n'est pas très inclusif. Ce qui est sûr, c'est qu'en bibliothèque, on est habitué à ce que des groupes chassent d'autres groupes. Les adolescents font parfois fuir d'autres types de publics. Nous, on est confrontés à ces situations de manière récurrente, donc c'est une particularité parmi d'autres. Et l'idée, c'est de toujours trouver des manières d'accompagner, et parfois, ça peut passer sur des temps donnés. Peut-être quand l'établissement est bondé, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, parce que ça nécessite une médiation qui est très lourde, alors qu'il y a besoin d'accompagner beaucoup de public. Donc c'est peut-être plus confortable pour tout le monde d'arriver en début d'après-midi qu'à
17 ou 18 heures, où on a des flux de public qui sont très importants. Mais c'est aussi plus simple pour les groupes, parce que pour les professionnels, c'est plus simple, c'est plus cohérent dans le parcours quotidien, la construction de la journée, de venir plus en début d'après-midi qu'en fin de journée. Donc on peut trouver des équilibres, mais pour ça, il faut le travailler avec les partenaires pour retrouver des modalités qui soient les plus satisfaisantes pour tout le monde. Et aussi pour le grand public, il faut essayer, cette question des équilibres, elle est primordiale. On reste des lieux ouverts à tous, et c'est vrai qu'on a parfois des publics qui sont extrêmement exigeants, parfois pénibles, eux aussi, et dont on doit accompagner leurs demandes. Donc c'est fragile, c'est complexe, mais ça induit une vraie réflexion et une formalisation du projet d'accueil. Et ça doit être le cœur de notre activité, me semble-t-il. Enfin, construire des collections, on fait ça depuis des années, on sait certainement mieux faire, même si la question de l'accueil est au cœur de nos pratiques. Je veux dire, être bibliothécaire maintenant, c'est faire de l'accueil avant tout, je crois. Mais oui, voilà. Non mais merci, c'était une très bonne réponse. Et du coup, c'est vrai que donc, je rebondis, on a beaucoup de choses à proposer en bibliothèque, rien que sur des documents. Donc on a justement des livres CD ou des textes lus qui permettent de ne pas lire soi-même, mais d'avoir une voix qui nous lit à notre place. Alors je sais que moi, j'accroche pas trop parce que j'aime bien être dans... J'aime bien être un peu dans ma lecture, dans ma bulle, en fait, justement, quand je lis et justement, quand il y a des collègues qui écoutent des textes lus que je connais bien, je leur demande d'arrêter parce que ça nuit à mon expérience de lecture personnelle, en fait. Et du coup, dans la série de documents qu'on peut proposer en bibliothèque, on a aussi, entre autres, des jeux de société, voire des jeux vidéo. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est intéressant de les proposer à des publics, au public autiste, sachant que le jeu de société, par définition, il y a des jeux de société qui se jouent tout seuls, hein, les jeux de réflexion entre autres, voilà. Mais voilà, les jeux de société, ça implique de jouer avec les autres. Quand on a des difficultés pour les interactions sociales, ça peut être compliqué. Et le public autiste a des fragilités qui l'amènent souvent à être parfois à virer très vite dans la dépendance, et les jeux vidéo, attention, dépendance, blablabla. Donc voilà, la question que je pose aux intervenants, mais que je pose à vous aussi, cher public, est-ce que vous pensez que jeux de société et jeux vidéo, ça peut être proposé, sachant qu'on peut en avoir en bibliothèque? Est-ce qu'on peut faire des animations autour? Est-ce que, voilà. En fait, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Après, c'est vrai que bon, il y a des éléments qui sont à mesurer, mais toute personne autiste ne va pas être addict de jeux vidéo, il y en a. Après, quand c'est trop envahissant, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est aussi à la personne, alors ça dépend si c'est un adulte, un ado, mais à apprendre à se gérer, mais malgré tout, pourquoi on ne l'offrirait pas à tous? Puis les jeux de société, les autistes apprécient. Et apprendre à jouer déjà à 2, après apprendre à jouer à 4, c'est compliqué, mais en fait, si ça fait partie du projet de vie, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure, vous parliez d'habileté sociale, ça peut en faire partie. Je dis pas pour tous, mais en tout cas, avoir une offre multiple me paraît intéressant. Mais c'est pas forcément à la bibliothèque, en bibliothèque au sens large, hein, de dire pour telle personne ça ne te convient pas, après c'est le choix de vie de chaque personne ou de son responsable ou de son tuteur. Moi je laisserai cette disposition. Je sais pas, qu'est-ce que Non mais c'est vrai, alors moi j'ai envie de dire, les jeux vidéo je sais pas trop, mais les jeux de société, c'est clair que quand je vois mon bureau, ou quand je vois le bureau de mes autres neuropsy, c'est rempli de jeux de société. On en déborde en fait. Moi je passe mes journées à jouer à des tas de jeux. On fait des tas de groupes d'habileté sociale. Nous on les commence à 5 ans et on les poursuit jusqu'à l'adulte, voire même des fois sur des couples, etc. Des couples neuroatypiques. Et on est tout le temps en train de jouer, on n'arrête pas. Enfin, on est tous des grands gosses. Et il y a toujours un objectif derrière, mais que ce soit sur la flexibilité
cognitive, que ce soit sur les apprentissages, que ce soit sur les relations sociales, que ce soit sur... On est toujours en train de jouer, et des fois, le même jeu, on va le détourner sur tout et n'importe quoi. Je vois, par exemple, ce que tu disais, si elle joue à 2, par exemple, le truc, on met les... Au puissance 4, ouais, ça. Puissance 4, je vais une fois le travailler sur... Eh ben, c'est chacun son tour. Après, je vais reprendre le même puissance 4, je vais changer les règles. On va pas faire du 4, mais du 3 ou du 5. Donc là, on travaille sur la flexibilité. Ensuite, ce fameux puissance 4, on va plus jouer à 2, mais à 3. Enfin, et rien qu'en puissance 4, moi, alors, l'avantage, c'est que je lis pas les règles, et donc ça les énerve. Mais je leur dis, mais voilà, on change. Et donc, on est toujours sur la flexibilité. Et dans les groupes, c'est pareil, on a des tas et des tas de jeux. Et ça, c'est un truc, par exemple, et ça, je serais intéressé, parce que je sais qu'il y a une bibliothèque pas très loin de chez moi, parce que mes 4 enfants, mes 5 même, ils sont tous inscrits, non, enfin plus grand, parce qu'il a la fac, mais ils sont tous inscrits à la bibliothèque, donc il n'y a que moi qui ne suis pas. Donc, et je sais qu'il n'y a pas de jeu, ou pas assez. Parce que chaque fois, je demande à ma gamine, est-ce que tu as trouvé des jeux chouettes pour le cabinet? Elle me dit, il n'y avait pas grand-chose. Donc, et du coup, je suis obligé d'en acheter une quantité industrielle, et donc moi, je passe un saladier d'argent dans des jeux de société. Et le problème, c'est que quand j'ai travaillé, moi aussi je me lasse à un moment donné, quand j'ai joué pendant 45-50 heures sur le même jeu avec des gamins, après ce jeu-là, rien que de voir, j'ai plus envie et j'ai moins de motivation. Et même l'enfant me dit, ah non, pas encore. Et je dis, ok, on va changer. Mais du coup, je vais sur Amazon, parce que voilà. C'est plus simple, en fait, je cherche, je vais pas au magasin, ça va plus vite. Et puis surtout, je n'ai pas besoin de voir tous les gens qui me diront on n'a pas. Donc je préfère là-dessus. Mais s'il y avait la bibliothèque en face qui se décidait à avoir des jeux de société, mais ça, ce serait grave trop bien. Et par rapport à tout ce qui est jeux vidéo, alors effectivement, il y a toujours le problème du trop. Et puis le jeu vidéo a tendance à enfermer un petit peu, parce que alors surtout maintenant, il y a plein de jeux vidéo avec des relations en ligne, etc. Donc il y a ce danger à faire, parce que c'est assez facile d'avoir des copains virtuels. Et ça, voilà, il faut faire gaffe. Mais si c'est géré, il y a des tas de jeux qui sont plutôt chouettes et où on a des personnes qui se développent. Et là, je pense à un de mes petits bonhommes qui a développé une réelle passion pour notamment un jeu dont j'ai oublié le nom, et qui a même créé une plateforme de vente de matériel en ligne pour ce jeu. Et aujourd'hui, il gagne sa vie en vendant des trucs pour ce jeu. Mais voilà, mais il a entendu sa mère qui disait joue pas trop, joue pas trop, joue pas trop. Là aujourd'hui, il vit la nuit et il dort le jour, mais il gagne réellement sa vie, donc il avait raison de foncer dedans. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas, ça peut être chouette. Et en plus, il y a des tas de jeux pédagogiques, des jeux d'apprentissage, des jeux de mémoire, des jeux de... Aujourd'hui, on fait des jeux de tout. Pourquoi pas, ça peut être chouette, et il faut juste après gérer le truc. Après, des fois, ça sert aussi de renforçateur, mais moi, je suis pour qu'il y ait des jeux de société, ça me coûterait moins cher. Ouais, non, mais je sais pas si ça... Oui, voilà, je pourrais t'emprunter et les rendre. Oui, exactement, mais c'est le but, Alors c'est vrai que toutes les bibliothèques n'en sont pas dotées, mais ouais. Ah, la Haute-Savoie, c'est vraiment paumé. Tous les gens savent que je plaisante évidemment, je fais ça, oui. Nous, on propose du jeu, évidemment. Il y a à la bibliothèque Assiette-Gébar, dans le 20e, tous les mois, on a un groupe qui vient jouer avec les bibliothécaires. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs membres de ce groupe qui reviennent de temps en temps, tout seuls, jouer avec les bibliothécaires dans l'établissement. Donc c'est super, ça fonctionne très bien. Il faut parfois effectivement adapter les règles, accepter que la partie ne se termine pas, mais tout ça, c'est pas grave. Enfin, ça n'a pas d'enjeu, l'enjeu il n'est pas là. Donc oui, jouer, ça fait sens en bibliothèque. Et il va me faire finir par aimer les bibliothèques. Hein. C'est le but. C'est un complot. Est-ce que le public veut rebondir aussi là-dessus? Pas tout à fait. Oui, du coup, c'est effectivement moi aussi ce que j'avais noté, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'avais effectivement préparé ce genre de réponse. Et effectivement, c'est recommandé, les personnes autistes adorent jouer, même avec d'autres personnes, et c'est l'occasion pour eux justement de nouer des relations sociales. Du coup, voilà, entre autres, j'étais tombée sur un site où ils expliquaient un peu, c'est-à-dire un adulte autiste qui disait voilà ce que je vous conseille quand vous voulez mettre en place des jeux de société avec des personnes autistes, voilà.
Par exemple, voilà, éviter les règles trop longues et trop compliquées, éviter les jeux de hasard qui peuvent créer de la frustration, ou les jeux trop compétitifs qui peuvent aussi créer de la frustration, etc. Et sinon, tous les bienfaits des jeux, enfin, pour à peu près tout le monde, hein, parce qu'effectivement, on est tous un peu des grands enfants dans nos têtes, mais aussi que tout simplement, effectivement, ça leur permet de créer des relations sociales et voilà, et de s'ouvrir un peu sur autre chose de manière ludique et intéressante. Et les jeux vidéo aussi, et voilà, il y a des jeux vidéo qui ont été spécialement créés pour des personnes autistes, qui n'existent pas que vous ne pouvez pas acheter, et voire qui n'existent pas forcément en France. Mais voilà, il y a des jeux de société qui ont été pensés spécifiquement pour ça, et entre autres, il y a plusieurs autistes qui expliquent que c'est très rassurant, par exemple sur les jeux Zelda ou Mario, où c'est toujours les mêmes cartes, les mêmes ennemis qui fonctionnent de la même manière, et du coup ça leur permet d'avancer dans le jeu, de monter à chaque fois d'un niveau avec toujours plus d'ennemis, etc., etc., et donc d'avoir un niveau de difficulté qui augmente, mais de manière rassurante et cadrée, parce qu'ils savent que ça va être toujours exactement la même chose, même si c'est toujours plus complexe. Voilà, et puis effectivement j'avais entendu parler des MMORPG où on peut se faire des amis en ligne, donc effectivement la question c'est est-ce qu'on reste avec eux, nos amis en ligne, et voilà. Mais ça leur permet aussi, eux ça les rassure au sens où ils nouent des relations sociales de manière plus posée, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire en ligne et comment ils vont répondre à la personne qui leur répond en ligne. Et voilà. Donc voilà tout ce que j'avais noté de mon côté. Et du coup, la dernière question concerne, maintenant qu'on a vu un peu tous les documents qu'on a en bibliothèque, qui peuvent être intéressants pour les personnes autistes, je voulais aborder le sujet de la culture pour et surtout par des personnes autistes. Donc je sais que certains d'entre vous connaissent déjà quelques artistes autistes, et je vais les laisser prendre la parole. Marie-Josée, vous voulez commencer ? Oui, j'ai pu croiser quelques personnes qui avaient vraiment des compétences artistiques extraordinaires. J'ai rencontré en Haute-Savoie, alors j'arrive plus là maintenant à trouver le nom, un établissement qui avait vraiment un projet artistique et en fait danse en fait sur des activités, mais montage de spectacles danse, et puis sur tout ce qui était peinture et autres, et avec du land art. Donc c'était intéressant, ils étaient accompagnés, c'était vraiment un établissement foyer adulte médicalisé, et ils avaient vraiment ce projet ancré, hein, c'était vraiment la culture de l'établissement. Donc là, sur ce versant peinture, chorégraphie, danse. Et puis j'ai pu vivre plusieurs journées avec un groupe région parisienne, hein, je t'en parlais à midi, qui s'appelle Percussion, et qui est né il y a un certain nombre d'années. Ce sont des personnes autistes qui sont dans un établissement parce que la vie quotidienne est trop compliquée pour elles, mais qui sont musiciens. Et pour avoir vécu avec eux en interne et puis avoir accompagné sur des spectacles, il y a une tournée un petit peu dans toute la France, Autiste Artiste, en fait, que vous pouvez retrouver largement sur les réseaux. Est-ce que du coup, Laurent, Alexandre, vous avez des idées de culture faite par les autistes ? Oui. Tu en connais un, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est vrai qu'eux, c'est des grands. Il se fait que par le plus grand des hasards, 3 des plus grands photographes animaliers qui ont même exposé dans Géo, je sais plus trop quoi maintenant. Enfin voilà, 3 des plus grands photographes animaliers sont des personnes TSA, sont presque devenus des copains, et notamment la toute dernière, Charline, qui a décidé de tout planter parce qu'elle a explosé en plein vol, elle a fait un burn-out complet.
Plus possible de se retrouver dans la vie avec des gens, avec des machins, enfin, toutes ces personnes-là, enfin, tous qu'on connaît bien tous les jours. Et en fait, elle est partie dans le Grand Nord et elle a fait pendant 2 ans, en fait, elle a fait l'ermite complet. Et elle a fait des photos, elle a fait finalement un film sur les animaux sauvages vivant dans le Grand Nord. Mais voilà, c'est quelqu'un que tout le monde disait, mais elle est complètement pas adaptée, elle est complètement allumée finalement. Et c'est clair qu'il faut être allumé pour faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a fait des planques, des fois, pendant 2, 3, 4 semaines, par des moins 40 degrés, à dormir dans de la bouse de mammouth, enfin pas de mammouth, mais de bœuf, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc pendant plusieurs semaines, à pas pouvoir se doucher, à pas pouvoir se lever, enfin pas être dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, elle a fait un film qui est juste extraordinaire, qui sort là bientôt. Et voilà, et elle a déjà le premier prix de je sais pas de tout quoi. Enfin, elle est hyper primée déjà, alors qu'il n'est même pas encore sorti. On a Elodie, qui est ma webmaster, qui est avant tout photographe et qui a, c'est pareil, des prix de partout. Alors après ça, on parle sur des artistes, mais bon ça, moi, on est dans la photo, il y a des peintres, il y a des couturiers, ah bah oui, il y a des couturiers, il y a des acteurs de cinéma, il y a des joueurs de foot, et puis au-delà de ça, il y a des grands showman aussi, qui sont, je pense à un professeur de psychologie, professeur Dumoulin, qui est en Belgique, qui est une personne, alors, mais autisme avec très très marqué. Par contre, quand elle est devant son amphi de 500 personnes, c'est showman, quoi. On adorait tous elle à ses cours. Donc voilà, donc, il y a des possibles, enfin, il y a plein de personnes qui peuvent, et moi c'est là-dedans où je pousse toujours les gamins qu'on a au cabinet. On parle des artistes, mais c'est quand on a une passion, il faut voir si cette passion, on peut la transformer en une force positive. Et si on peut la transformer potentiellement en un métier. Parce que faire un métier qui est embêtant pour monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment casse-pied. Mais quand on peut faire un métier qui en plus est une passion, bah ça je trouve que c'est encore mieux. Et je pense à une petite qu'on avait qui était passionnée par les animaux, par les chiens notamment. Aujourd'hui, elle est assistante veto. Alors c'est clair que c'est pas une artiste, mais elle est passionnée. Et aujourd'hui, bah, quand on a un problème avec alors, en plus, c'est passionné d'un certain type de chien qui est le border collie. Mais voilà, elle connaît tout et tout et tout dessus. Mais voilà, moi, si je dois aller voir une veto, enfin, c'est elle, parce qu'elle est très compétente. Voilà, mais donc, ouais, il y en a plein, et en même temps, bah, il y en a plein d'autres qui n'ont pas de talent. Moi, quand je vais voir des croûtes en peinture, une croûte, que ce soit faite par un grand peintre ou par quelqu'un qui a une déficience, c'est une croûte. Mais si c'est bien, c'est bien. Non, c'est que je dis c'est bête, mais voilà, c'est quand on a un vrai talent, c'est un vrai talent. J'ai toujours détesté dans l'institution, on me disait voilà, faut afficher des peintures de résidents. Bah non, c'est moche, c'est moche. On va pas faire. Moi, j'ai toujours été contre faire des trucs qui sont pas vrais. Mais si par contre il y a des choses qui sont vraiment bien et qu'il faut pousser, peu importe l'intelligence, peu importe, on s'en fout, c'est vraiment l'artiste qui est derrière qui est à mettre en valeur. Là, j'ai un autre de mes patients, je suis en train de penser à un truc. Tout le monde lui disait pareil, t'es pas très malin. Et c'est vrai qu'il a une intelligence qui est très limite. Donc il y a une petite déficience. Et en fait, ce gars, il est passionné depuis toujours par les fers à chevaux, par Maréchal Ferrand. Et bien aujourd'hui, ce gars, il a été recruté quand même pour faire les fers à cheval de la garde royale anglaise. Il est autiste et il a une déficience intellectuelle. Donc mais voilà, et parce qu'il a vraiment un talent là-dedans. Donc voilà, on sort un peu de Percudia, mais voilà, c'est pour dire que voilà, quand on a une passion et qu'on sait que ça peut être fonctionnel derrière, ça peut être sympa. Après, si on a une passion pour un ver de terre, c'est pas... Mais voilà, ça... Et encore, on peut faire des tas de choses avec ça. Voilà. Je dis pas aux gens qu'il faut plus rien il n'a rien de plus intelligent. Dommage. Alexandre. Moi, je pensais parler un peu du Festival du Futur Composé. Voilà, c'est un festival qui a été mis en place par un médecin qui du coup s'est occupé de beaucoup de personnes autistes avec ou sans déficience, et il a voulu monter ce festival du futur composé pour permettre à ces personnes autistes déjà de travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément autistes et de créer un spectacle ensemble.
Donc en fait, voilà, tous les 2 ans, je crois, voilà, il adaptait une pièce ou un opéra. Bon, là c'était Blanche-Neige, mais à un moment donné, il y avait eu un spectacle qui s'appelait Les Amants de Séville, où c'était un mélange du coup de Carmen et un colis suspect. Et il y a un peu plus de création plastique. Avec une exposition à la fin. Alors oui, en tout cas, voilà, j'espère que pour vous ça a été une journée intense et qu'elle vous a pas trop abruti avec tous ces éléments. Moi, c'était important pour moi de la faire parce que, justement, j'étais étonnée sur les chiffres. En fait, d'après les statistiques, il y a plus de personnes dyslexiques que de personnes autistes, et pourtant les personnes autistes, j'en croise, soit je les rencontre directement, soit alors c'est une personne qui dit « Ah mais moi je connais quelqu'un qui est autiste », et je me dis « Ah non, mais ils sont si peu », parce que en fait j'ai l'impression qu'il y en a partout. Il y en a partout, mais on n'arrive pas à les inclure. Donc je trouve que c'est un petit problème de ne pas pouvoir inclure d'autres citoyens qui fonctionnent différemment. Donc je trouvais que c'est important de faire cette journée. Merci. Voilà. Bon, eh bien, je vous relâche, et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je suis référente des publics qui ont des besoins spécifiques et qui sont en situation de handicap, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Voilà.